Alors, bonjour à tous. Bonjour à vous tous et bonjour à toi Michel qui participe à notre saison 4 du cycle Avenue Centrale, conçu avec notre ami Luc Kwadzinski qui cette année n'est pas avec nous mais qui suit je crois ces conférences. On y pense bien fort aujourd'hui, organisé avec toute l'équipe de la Maison des Sciences de l'Homme-Alpes que je remercie et bénéficiant du précieux soutien des services audiovisuels de l'UGA que je remercie également sincèrement. Michel Tereshchenko est actuellement maître de conférences en philosophie à l'Université de Reims et à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Tu as publié 8 livres traitant essentiellement de philosophie politique et de philosophie morale. Habitué à la revue du MAUS, le MAUS c'est le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, voilà. Tu es situé dans le camp vertueux des anti-utilitaristes. De moins en moins dissidents, certes, tant la décennie qui vient de s'écrouler peut-être, leur a donné raison concernant les mobiles humains fondamentaux, et on ne compte plus les recherches de neurosciences sociales ou d'anthropologie ou d'économie qui, justement, soulignent l'importance des comportements prosociaux spontanés. Le philosophe que je suis, le psychologue que je suis n'a évidemment pas oublié. Et voilà. N'a pas oublié la lecture il y a une dizaine d'années en tout cas de ton merveilleux livre Ainsi fragile vernis d'humanité qui a eu un franc succès en France mais aussi à l'étranger. Il a été publié dans d'autres pays, je crois en Russie, au Japon peut-être, non c'est pas celui-là. En Allemagne. Donc un livre qui, plus récemment, tu as publié donc, cet ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, Ce bien qui fait mal à l'âme. Mais entre les deux, il y avait L'ère des ténèbres, un livre plus sombre où tu dissèques les logiques de la terreur et plus troublant encore, les reniements de nos démocraties contemporaines. Penseur inquiet des pouvoirs contemporains, dénonciateur des pouvoirs actuels, et des systèmes qui prétendent protéger au mépris du droit, tu nous entretiens, et avec quelle fluidité et conviction, de la pensée philosophique face aux enjeux historiques contemporains. Après tes derniers livres, peut-on espérer plus de légèreté dans ton itinéraire littéraire sur le bien? On va effectivement t'écouter sur le bien qui fait du mal à l'âme. En 2013, David Corner et Emanuele Castano publiaient dans la revue Science une étude démontrant que les fictions littéraires produisaient chez les lecteurs une élévation de la sophistication de leur théorie de l'esprit affective et cognitive. La capacité à imputer des états mentaux à autrui, à comprendre ce que pensent et même ressentent les autres, serait simulée et stimulée par la littérature. Tu nous parleras probablement des Misérables, œuvre qui a inspiré en profondeur la psychologie morale et président à la création du fameux dilemme de Heinz, utilisé pour tenter d'identifier des répertoires moraux hiérarchisés. Tu nous parleras peut-être du christique Alyosha Karamazov. Ton propos sera-t-il moins inquiétant, moins douloureux que tes dénonciations de la terreur aveugle des drones, tes évocations des archives Snowden ou tes analyses de la torture développées dans tes anciens livres? Nous verrons bien. Tu as encore une fois su choisir un titre merveilleux, Ce bien qui fait du mal à l'âme, qui ne me rassure pas d'ailleurs. Alors maintenant, fais-nous mal. Quant à nous, nous devrons peut-être également te blesser, car au bout de 25 minutes, et pas une de moins, un carillon te rappellera que ton temps est compté. Il ne te restera plus que 5 minutes alors. Nous aurons ensuite 30 minutes pour échanger avant de nous restaurer. Mais voici, prends la parole, cher ami, impatient, comme nous tous ici, de me décentrer à ton écoute. Merci Laurent, merci pour cette présentation. D'abord, je vous prie de m'excuser mon apparence parce que j'ai le visage un peu enflammé et rouge comme vous voyez, donc ce n'est pas parce que
je suis un alcoolique vétéré ou bien que je sors d'un ring de boxe, mais simplement parce que j'ai attrapé une infection et donc voilà. Donc, mais j'ai quand même tenu à être présent auprès de vous parce qu'effectivement, d'ailleurs, c'est la première fois que je parle publiquement de ce travail. Alors, qui a été annoncé avec Anne et qui représente ici donc c'est quoi exactement la société alpine de philosophie et donc la société alpine de philosophie et Uriage, donc voilà, donc c'est le nom m'échappait à l'instant. Et donc effectivement, donc on a déjà parlé à Uriage, mais en tout cas pas publiquement. Donc le livre vient de sortir puisqu'il est sorti le 4 janvier, donc c'est tout récent. Alors effectivement, donc juste brièvement, parce qu'en fait, il y a une logique évidemment dans les ouvrages, en tout cas que j'ai publiés. Disons, alors je ne vais pas remonter aux plus anciens parce que les plus anciens partaient du XVIIe siècle, mais enfin en tout cas en ce qui concernait le vernis fragile. Et donc déjà dans cet ouvrage-là, il était question de ce dont il est assez peu question malgré tout en psychologie sociale ou en philosophie également, de la question du bien et des comportements altruistes et de l'analyse des comportements altruistes. D'ailleurs, peut-être tu ne me démentiras pas qu'on a plus travaillé sur la question du mal que parfois sur la question du bien. Et en tout cas, il y avait toute une partie, donc la seconde partie du livre était consacrée à l'analyse des comportements altruistes, en l'occurrence des sauveteurs des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, à partir effectivement d'une approche de psychologie sociale, de déterminisme situationnel, mais aussi de personnalité. On a déjà discuté d'ailleurs avec Laurent de cette part. Je crois qu'on est assez d'accord entre ce qui relève de la disposition personnelle et ce qui relève des situations. Mais donc j'ai déjà traité la question du bien et je me souviens à l'époque, les gens m'avaient déjà dit, parce que j'ai beaucoup circulé, on peut dire, mais que c'était tout à fait courageux, je me souviens que c'était courageux de parler du bien. Parce que précisément personne ne parle du bien et surtout du bien, on se demande mais qu'est-ce qu'on peut bien dire du bien? Dire du mal, bien sûr, il y a beaucoup à en dire, mais qu'est-ce qu'on peut dire du bien? Et alors après, donc il y a eu d'autres ouvrages qui étaient plus circonstanciels, mais je vais rapidement passer sur ça, mais quand même pour comprendre, si vous voulez, un peu la continuité des choses, qui étaient plus circonstanciels parce que donc il y a eu la torture, c'est vrai qu'après juste pour expliquer, si vous voulez. Parce que le vernis s'intéressait beaucoup aux individus et aux comportements individuels dans des situations. Comment ils étaient pris de... Et puis à un moment, je me suis aperçu à la fin de ce livre que les déterminations politiques étaient absolument fondamentales, que l'aspect politique est absolument fondamental, que ce que les institutions font aux individus est absolument essentiel, indépendamment de leur qualité propre, de leur capacité à faire face aux circonstances ou au contraire à être pris par les circonstances, que les institutions jouent un rôle absolument fondamental. D'ailleurs, c'était finalement très clair dans le cas de... le cas de Milgram, par exemple, c'était d'abord une institution malveillante. Et donc, comme c'était en 2008, il y avait l'histoire de la torture, évidemment, donc aux États-Unis, qui avait été mise en œuvre au lendemain du 11 septembre. Comment une démocratie a pu justifier la pratique de la torture à grande échelle? Il y avait une question quand même qu'on ne pouvait pas ne pas se poser. Et puis après, effectivement, il y a les développements dans la lutte contre le terrorisme et les conséquences que ça peut, les dynamiques de transformation que ça a pu avoir au sein de nos propres sociétés. Enfin, tout ça invitait à la réflexion. Mais j'ai voulu revenir vraiment sur cette question effectivement du bien et parce que c'est un livre qui a mis très longtemps à se faire, qui a été très vite écrit et très très long à mûrir, parce que c'est un sujet. Et donc je me suis dit sur quoi est-ce que je vais pouvoir m'appuyer pour vraiment développer essayer de qu'est-ce qu'il y a lieu de penser, si je puis dire, sur le bien? Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? Par exemple, dans le vernis, ce qui m'avait intéressé, j'ai toujours essayé de trouver des incarnations, c'est-à-dire des individus, des parcours, des situations personnelles, comment des individus, dans des situations personnelles, agissent d'une certaine façon, soit de façon destructrice, soit au contraire de façon altruiste, mais d'incarner ça dans des parcours individuels, dans des situations personnelles, dans des contextes tout à fait particuliers. Et donc je me suis dit que la littérature pouvait constituer une source extraordinairement riche de réflexion.
Mais cette idée, et je me souviens très bien d'en avoir parlé à Alain Caillé, qui est le directeur de la revue du MOS, donc qui est un grand sociologue français, qui a développé tout ce courant critique de l'utilitarisme qui se développe aujourd'hui dans ce mouvement convivialiste, et il m'a dit, mais absolument, il faut que tu y ailles, etc. Et le livre a mis des années à se faire. Il y a eu des années de pause, des années pendant lesquelles c'était impossible d'avancer, par exemple, parce qu'il y avait des auteurs que je ne pouvais pas aborder, par exemple, tellement ils étaient énormes et tellement c'était des sommets des auteurs. Donc dans ce livre-ci, donc j'ai choisi un certain nombre d'auteurs. Mais certains ont été relativement faciles à étudier parce qu'ils m'accompagnent depuis toujours, comme Dostoïevski, d'autres beaucoup plus difficiles parce que j'étais moins familier et que ce sont des monuments, et en l'occurrence Hugo. Et aussi parce alors c'est très étrange sur cette question du bien. En fait, c'est très difficile d'en parler. En fait, c'est très très difficile c'est très difficile de parler du bien. Il est assez aisé, si vous voulez, effectivement, de parler du mal. Il y a une certaine forme de familiarité, si vous voulez, je ne sais pas comment dire. Peut-être parce que nous sommes parce que notre imaginaire aussi est davantage marqué par, je ne sais pas, Richard III, par les Borgia, par Machiavel, par une vision très sombre par les travaux d'Hannah Arendt sur Eichmann, etc. Tout ça, au fond, est dans notre imaginaire, je pense, assez familier. Mais sur la question du bien, les livres qui traiteraient de ça, d'abord, il y en a assez peu, donc il a fallu faire en fait, il y en a assez peu. Si on cherche sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour trouver ces mines, j'avais le sentiment et la certitude qu'il y avait. Alors chez Dostoïevski, bien sûr, c'est très clair. Tout le monde sait évidemment que la question du bien est incarnée, si je puis dire, dans des personnages, dans les frères Karamazov, en l'occurrence effectivement Alyosha Karamazov, mais aussi dans l'Idiot. Et bien sûr, et le personnage de l'Idiot est une des plus grandes et des plus sublimes et des plus admirables incarnations, bien sûr, d'un être bon, innocent, qui est vraiment une incarnation du bien, mais auquel Dostoïevski a donné le nom qu'il appelle l'idiot, précisément. Bon. Et c'est un roman, dans ce livre, donc il y a 2 chapitres qui sont consacrés à l'idiot, mais c'est le roman le plus foutraque que Dostoïevski écrit, le plus complexe, le plus déroutant, le moins bien construit d'ailleurs, mais en même temps tout à fait extraordinaire. Alors évidemment, mais quand on a lu évidemment Dostoïevski, quand on a lu l'Idiot, qui est une personnalité plus riche et plus complexe, le prince Myshkin, plus riche, plus complexe que par exemple qu'Alyosha Karamazov, quand même on est confronté à un être extraordinairement déroutant naturellement pour les personnages du roman, mais aussi déroutant pour nous lecteurs. Et je me suis dit, mais alors qu'est-ce qu'il y a lieu de penser, si vous voulez, sur quelle est cette bonté qu'il incarne, quelle est cette innocence, comment est-ce que Dostoïevski la présente, quel trait, quelle conclusion est-ce qu'on peut en tirer. Je me souviens par exemple d'avoir au début parlé avec un ami philosophe, donc je parlais à Laurent, qui est un des plus grands philosophes français, qui s'appelle Paul Audy, et il m'a dit, mais la question évidemment immédiatement qui va se poser, c'est est-ce que la référence pour nous c'est le Christ, dans la figure même de la bonté parfaite, c'est le Christ. Est-ce que tous ces personnages sont des personnages christiques? Est-ce qu'ils sont tous des incarnations, en quelque sorte, peu ou prou, de loin, christiques? Est-ce qu'il y a une dimension toujours nécessairement religieuse ou spirituelle dans ce bien ou dans cette bonté? Toutes sortes de questions, en fait, qu'on pouvait poser, mais auxquelles il est impossible de répondre. Et donc, j'ai fait un choix. À partir de certains de romans considérables et d'autres grands romans métaphysiques, d'autres un peu moins importants, de Gary, parce que chez Gary a écrit un roman absolument admirable, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle L'angoisse du roi Salomon, publié où là, il y a vraiment un personnage qui incarne la bonté dispendieuse, absolue, Salomon Rubinstein, et c'est un très beau roman, et Gary est évidemment un très très grand écrivain, et c'est tout à fait... et il y a déjà dans le roman de Gary cette dimension spirituelle, cette dimension métaphysique, et cette dimension... sur laquelle je vais revenir. Mais après, il a fallu choisir, donc j'ai été quand même choisir les plus grands, les plus riches, les plus grands romanciers sur lesquels on pouvait s'appuyer. Donc Dickens, Les temps difficiles, Dostoïevski, donc l'Idiot, je vous dirai deux mots de l'Idiot, Melville. Alors peut-être vous connaissez moins Melville, l'immense romancier, un des plus grands romanciers américains du 19e siècle, donc l'auteur bien sûr de Moby Dick.
La traduction française, je vous souviens, est absolument admirable parce qu'elle a été faite par Giono. Et le dernier roman de Melville s'appelle Bélébad. Et là, il y a un personnage, Bélébad, justement, et le sous-titre, c'est le beau matelot, Handsome Sailor, et c'est l'incarnation du bien. C'est vraiment, il est présenté comme l'incarnation, je dirais, deux mots sur ça. Et puis Hugo. Alors Hugo, Les Misérables. 6 ans, effectivement, à d'abord de lire tout Hugo, enfin peut-être pas toute la poésie, mais en tout cas tous les romans, bien sûr, au moins. Et puis, à un moment, je me dis, mais finalement, on va prendre tout simplement, effectivement, Les Misérables, parce que c'est vraiment un roman d'une puissance, d'une force tellement prodigieuse qu'il y a là quelque chose vraiment de magnifique à dire. Et puis après, Zweig. Je ne sais pas si vous connaissez Stefan Zweig. Le roman de Stefan Zweig, admirable, La pitié dangereuse. Pas très, jamais en tout cas commenté, peu lu, mais alors là, c'est sur la pitié, mais sur le côté toxique de la pitié. Comment la pitié peut, alors là, développer des relations tout à fait toxiques entre les individus. Et c'est un roman d'une subtilité, d'une intelligence psychologique absolument admirable, mais très, très sombre et très, très noir. Mais il y a toute l'intelligence de Zweig et toute l'intelligence des rapports humains sont admirablement présentés. Mais c'est un roman très, très... Alors là, vraiment, si vous voulez, sur la pitié, mais en quoi elle peut être destructrice et qu'elle crée des rapports toxiques et destructeurs entre les individus. J'aurai peut-être le temps, ou si j'ai pas le temps, on y reviendra. Et après, je vous donne quelques références, parce que ce sont des références absolument magnifiques et qu'on ne connaît pas toujours. Vassili Grossman, Vie et destin. Il y a dans Vassili Grossman un chapitre absolument admirable, consacré à la distinction entre le bien et la bonté. Et c'est un chapitre tout à fait extraordinaire, où il fait la distinction donc, entre agir au nom du bien et puis agir avec bonté. Et puis après je finis sur Oulitskaya, qui est une romancière russe contemporaine, mais un petit peu je vais finir comme un apéritif. Alors, mon idée... L'idée d'abord, c'est que alors, il y a évidemment ce qu'a dit Laurent. D'abord, la question de la littérature et la philosophie, l'importance de la littérature dans la réflexion philosophique contemporaine. C'est assez peu développé en France. Il y a quelques philosophes qui s'intéressent à la littérature. Macheret, Bouvresse, quelques autres, mais ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, c'est quand même relativement marginal. Et en gros, parce que si vous voulez, tout se passe comme si la philosophie c'était une affaire de concept, de réflexion extrêmement construite, voilà, très conceptuelle, mais plutôt abstraite, etc. Et puis la littérature, eh bien, elle manque, on pourrait dire, enfin, c'est tout à fait une autre démarche, une autre approche, une autre mais qu'il y a au fond assez peu de liens entre les deux, et avec d'ailleurs des reproches réciproques, parce que la philosophie manquerait d'incarnation et puis la littérature manquerait de conceptualisation, mais d'essayer de s'approprier des très grands textes pour en faire, je ne dis pas une lecture philosophique, parce que c'est pas tellement l'idée d'une lecture philosophique, mais c'est juste, quand on lit ces romans, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on apprend, si vous voulez, qu'on ne savait pas, qu'on ne savait vraiment pas. Et ça a été pour moi un choc immense, mais vraiment immense, personnel. Hein. Et je pense que pour le lecteur aussi, il y a des romans qui sont certains de ces romans qui sont vraiment des chocs immenses. Alors je ne vais pas revenir, parce qu'évidemment le temps est compté, donc je ne vais pas revenir sur chacun de ces romans, mais alors disons brièvement, par exemple sur Dostoïevski. Sur la figure de l'idiot. Disons que on pourrait s'attendre, par exemple, parce que l'idiot, le prince Mychkine, soit un personnage christique, parce que c'est comme ça que Dostoïevski, effectivement, le présente, et qu'il voulait présenter l'homme positivement beau, et dit l'homme positivement beau, il n'y a qu'une seule figure qui l'incarne historiquement, c'est le Christ. Il dit, et d'autres romanciers ont essayé avant. Et il prend l'exemple de Dickens, chez Pickwick, il cite Jean Valjean, dans une lettre qu'il écrit à son frère, Les Misérables, et il cite aussi
Cervantes, donc les références. Il dit, mais donc il voulait faire le portrait de l'homme positivement beau, mais en disant, mais c'est au fond un projet absolument impossible, parce que l'homme positivement beau, il nous a déjà été donné, il a trouvé son incarnation la plus parfaite, effectivement, dans le personnage même du Christ. Et donc, il dit, mais je me lance dans une aventure qui est une aventure perdue d'avance, et je suis condamné, en quelque sorte, à l'échec. Et alors, ce personnage... d'abord, il faut dire que tous ces personnages arrivent évidemment dans des... Par exemple, l'idiot, il apparaît immédiatement présenté face à en présence de son double, Rogojine, qui est un personnage tout à fait maléfique et tout à fait destructeur. C'est-à-dire que il est présenté d'ailleurs comme le double même de Rogojine, et le roman commence par cette espèce de gémellité entre les deux qui apparaît comme telle. Le bien n'apparaît jamais, si vous voulez, ou ces incarnations du bien, je dirais quelques mots sur cette expression à laquelle je tiens beaucoup, mais c'est-à-dire le roman c'est qu'est-ce qu'il adviendrait, qu'est-ce qui se passerait si un homme, si un ange, n'est-ce pas, innocent, apparaissait dans le monde, qu'est-ce qu'il adviendrait à lui et aux autres si cet ange apparaissait et se manifestait dans le monde et dans la société des hommes. Et naturellement, c'est en réalité c'est un fauteur de catastrophes. Il fout un bordel absolument gigantesque. Ce ne sont que des catastrophes, en quelque sorte, effectivement, qui s'enchaînent, et pour lui et pour les autres. Parce que le monde est évidemment, et c'est peut-être le roman le plus noir de Dostoïevski, parce que si un ange comme ça, effectivement, cette espèce d'incarnation de l'innocence, du bien, dénué de tout amour-propre, dénué de toute... dont on ne sait pas s'il est un innocent ou s'il est un plouc, s'il est doué d'une espèce de conscience supérieure ou s'il est juste véritablement une espèce d'imbécile qui ignore le jeu social et les conventions et les règles mondaines, etc. Ce personnage si énigmatique pour les uns et pour les autres, justement dans cette manière, dans cette espèce d'innocence, dans cette absence d'amour propre, dans cette absence de calcul, dans cette ignorance de toutes les normes du jeu social, au point que quand il va entrer en société pour la première soirée à laquelle il appartient, il ne va pas pouvoir s'empêcher de casser le vase de Chine, bien qu'on l'ait mis en garde, etc. C'est-à-dire vraiment, si vous voulez, qu'est-ce qu'il advient aux autres et à lui-même si, effectivement, un tel homme apparaît dans la société des hommes tels qu'ils sont. Donc, c'est pas du tout, évidemment, une vision du tout angélique, si vous voulez, etc. Et en réalité, c'est une catastrophe pour lui-même et une catastrophe une catastrophe pour les autres. Mais si l'on essaye de comprendre quelles sont les racines de cette innocence, et de cette bonté, alors, étonnamment, alors on va dire ceci, chez Dostoïevski, il est clair que l'expérience de la bonté, que cette bonté, cette innocence, cette absence de calcul, cet amour-propre, est enracinée dans une expérience fondamentale de la beauté de la vie. Il y a une expérience originaire fondamentale de la beauté de la vie, dont Dostoïevski donne 3 exemples, 3 moments principaux. La première expérience de la beauté de la vie, qui est la racine, si je puis dire, de cette bonté. Hein. Donc elle n'est pas religieuse, elle n'est pas spirituelle. Hein. Enfin, elle est peut-être spirituelle, mais elle n'est pas religieuse. Hein. Elle n'est pas religieuse, elle n'est pas théologique. Hein. Étonnamment, Dostoïevski n'est pas du tout l'auteur le plus religieux dans cette affaire. Hugo le sera beaucoup plus. Eh bien, l'expérience de la beauté de la vie. La première expérience de la beauté de la vie, c'est les moments qui précèdent la crise d'épilepsie. Parce que dans les moments qui précèdent la crise d'épilepsie, il y a une espèce de flash, hein, d'une intensité absolument, de surconscience, si vous voulez, comme ça, qui précède l'effondrement de la crise et l'hurlement. Dostoïevski était épileptique, Mishkin est épileptique, mon père était épileptique. J'ai assisté à une crise d'épilepsie, donc je sais, et c'est terrible, hein, parce que ce sont des hurlements de bêtes sauvages. Mais dans les fractions de secondes qui précèdent la crise épileptique, il y a une espèce de flash, etc. Et que Dostoïevski décrit, et qui n'a pas du tout donc de dimension proprement pathologique, qui ne comprend pas comme étant un mal, mais comme étant véritablement, si vous voulez, un éclair, effectivement, de surconscience, comme ça. Bon, il y a ça. Ça, c'est la première expérience, donc les moments qui précèdent la crise d'épilepsie. Le deuxième moment, tout à fait saisissant, c'est une expérience qu'il raconte
Non, mais si je dois parler une demi-heure, il va falloir que j'aille plus vite. La deuxième expérience, non mais c'est magnifique, deuxième expérience, parce que c'est aussi ce que Dostoïevski a connu, c'est le prince Mychkine raconte le récit donc d'un condamné à mort qui est conduit sur à l'exécution. Et lui-même a connu ça, puisqu'il lui-même a été condamné à mort, il a été mené sur le champ d'exécution, et au moment même, juste quelques secondes, effectivement, avant donc qu'il soit exécuté, est arrivée la grâce. Mais ce condamné à mort donc va vers son exécution. Et à ce moment-là, il voit la nature autour de lui. Il voit la nature autour de lui, il découvre la beauté de la nature, le caractère extraordinairement précieux de la beauté de la nature. Il voit les coupoles de l'église qui rayonnent sous le soleil. Et tout d'un coup, la vie lui apparaît infiniment précieuse. Cette vie à laquelle il n'était pas attentif et à laquelle nous ne sommes pas attentifs, tout d'un coup lui apparaît comme étant extraordinairement précieuse. Et alors il prend cette résolution, qui est une résolution absolument magnifique, de faire de chaque instant un siècle. C'est-à-dire, parce que la vie est infiniment précieuse, alors celui qui va effectivement la perdre dit, si évidemment, j'échappais à la mort, alors je ferai de chaque seconde un siècle. Parce qu'en réalité, nous sommes tous, en effet, dans ce grand gâchis de la vie, jusqu'au moment où, précisément, où soit l'on tombe malade et on s'aperçoit à quel point elle était précieuse, soit on va peut-être la perdre. Alors, dans le cas, pas nécessairement parce qu'on va la perdre, mais il y a là, tout d'un coup, l'expérience du caractère infiniment précieux de la vie. Et puis, le Mychkine raconte ça dans son innocence et tout ça, aux filles, et Panchine, et tout ça. Et puis ils lui disent, mais alors est-ce qu'il a été à la hauteur de ce qu'il a vécu? Alors il dit, mais naturellement non, naturellement il n'est pas resté, il n'est pas exécuté, et donc il sera condamné, enfin en tout cas il ne meurt pas, et puis la vie reprend ses droits, et puis la vie, et au fond le grand gâchis de la vie reprend ses droits, mais à ce moment-là il y a quand même... Et puis la troisième expérience, c'est l'expérience, alors je vais passer plus rapidement sur ça, c'est les promenades dans la... Enfin non, pas nécessairement, parce que c'est les promenades dans la montagne, et comme vous êtes au pied des montagnes, la promenade dans la montagne, l'expérience de ce qu'il appelle la synthèse, l'harmonie de la nature, et le sentiment d'une profonde et absolue, totale harmonie et beauté de la nature. Et ce sont les trois expériences, la beauté de la vie. Mais alors, chez Dostoïevski, comme tout est... Et donc c'est ça qui est, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il incarne totalement, si vous voulez, dans son être, cette espèce d'amour de soi. Mais au sens... Tout à fait, la référence, ce qui est tout à fait étonnant chez Dostoïevski, si on devait donner une référence philosophique, on ne dirait pas que la référence c'est l'Évangile, on dirait que la référence c'est Rousseau. Et d'ailleurs, il a mis un indice, Dostoïevski a placé un indice, alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais comment il nous fait comprendre qu'en réalité l'indice. Mais c'est véritablement, en gros, si vous voulez, on pourrait dire que le prince Mychkine, c'est un homme naturel, social. Et qu'est-ce qui le caractérise? Et ça, ce sera la même chose, je le dis tout de suite parce que je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais l'absence d'amour-propre. C'est-à-dire, il est pleinement lui-même, mais jamais dans le regard des autres. L'absence totale d'amour-propre. Mais si vous dites l'amour, c'est-à-dire, il est dans cette espèce de sentiment, de la vie qui s'éprouve elle-même comme vie, et qui s'éprouve comme joie, et qui s'éprouve comme beauté. Et il est cette innocence même. Et cette référence-là, c'est très étonnant parce que c'est une référence, effectivement, que la grande référence, c'est la référence chez Rousseau. C'est-à-dire cet amour de soi que Rousseau distingue de l'amour propre, il n'existe pas dans le regard des autres. Et alors c'est très étonnant parce qu'il est cette espèce d'homme social naturel. Cette innocence, cette idiotie, si vous voulez, c'est une manière d'être pleinement, absolument soi-même, dans une absence totale de calcul, d'absence de jeu social, etc., dans cette innocence, effectivement, mais, et dans cette aussi, alors il y a aussi une référence de Dostoïevski, parce qu'il est doté d'une espèce d'intelligence supérieure et de faculté de lire dans les cœurs, donc on ne sait pas s'il n'est pas non plus une espèce de folle en Christ, mais ça c'est une référence, bon, je ne vais pas passer sur ça. Mais en même temps, il est pris dans une histoire insensée, enfin, avec cette femme, enfin, donc, qu'il va épouser, et puis avec Rogojin, enfin bon. Mais, donc je ne vais pas développer ça, mais juste pour comprendre cette bonté, si vous voulez, quelle est la source de cette bonté, c'est cela. Et alors c'est étonnant parce que cette absence d'amour-propre, cette espèce de manière d'être absolument soi-même, dans cette espèce de vie qui s'éprouve dans sa beauté, dans sa joie et dans sa beauté et dans sa joie, c'est aussi le propre de Bélébad. Bélébad, c'est une espèce de barbare, sauvage, qui est aussi un pacificateur. Alors il n'est pas présenté comme un innocent, il est présenté comme un pacificateur, un peacemaker, et puis il est recruté sur un bateau, et alors il est recruté sur un bateau de la marine de guerre britannique à une époque de mutinerie, etc. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il rencontre
c'est très étonnant, il va faire l'objet de la haine d'un personnage du roman, le capitaine Claggart, qui est en charge de la police du bateau, enfin de la sécurité de la police du bateau, et qui est l'incarnation même de la haine, qui est l'incarnation du mystère d'iniquité, qui est la haine même. Et alors c'est tout à fait étonnant parce que cette incarnation du mal qu'est Claggart, lui, voit le bien. C'est-à-dire qu'il voit cette innocence, il voit ce personnage, la beauté, la bonté de Bélébad, et il n'aura de cesse de le détruire et de vouloir sa perte, si vous voulez. Comme si seul celui qui incarnait le mal, comme si seul celui qui incarnait le mal et qui est présenté comme tel, vraiment quelqu'un qui est nourri par la haine et nourri par le mal, pouvait éprouver une haine absolue à l'égard du bien et de cette incarnation du bien, qu'il reconnaît et qu'il veut détruire. Alors le roman est un roman plus complexe ou bien des aspects, etc. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais maintenant dire quelques mots parce que de Melville, c'est un peu trop. Enfin, il y a trop d'aspects, si vous voulez, je ne peux pas résumer ça. Mais alors Hugo. Parce que Hugo, c'est, je pense, si vous voulez, quand même. D'abord parce que j'ai. Alors Hugo. Non, mais d'abord, c'est sublime. Non, franchement, c'est sublime. Les Misérables, non, parce que vous savez, on a cette idée, c'est la littérature enfantine, alors Cosette, Fantine, les Thénardier, Jean Valjean et tout ça. Non, mais attendez, pour beaucoup de gens, et puis il y a eu des adaptations de films qui sont nuls, vraiment mauvaises. Non, mais c'est pas possible, si vous voulez. Bon, vraiment, ils sont très mauvais, quoi. Et alors... non, mais... En 5 minutes. Non, c'est pas possible. Non, c'est vraiment... vous lisez les 350... Non, les 350 premières pages, c'est juste sublime. D'abord parce que... Alors, je vais pas... Moi, j'ai fait 3 chapitres sur Hugo, donc je peux pas vous les résumer, c'est impossible. D'ailleurs, sur la question de la psychologie sociale, il y a des choses magnifiques, sur la psychologie. Sur la psychologie, je te dirai 2 mots sur ça. C'est très intéressant. Non. Mais, donc ça commence... Alors, le roman commence... Très brièvement. Le roman commence par la présentation, donc, de l'évêque de Digne. Bienvenue. L'évêque bienvenu, qui est une incarnation, celui qui est un évêque, qui est un homme de... le christianisme évangélique, si vous voulez, de Victor Hugo. Et cet homme qui donne tout son bien, qui donne son palais épiscopal pour s'installer dans l'ancien hôpital, enfin bon, qui est vraiment l'incarnation, si vous voulez, de la bonté, mais de la bonté chrétienne et de la bonté évangélique. Bon. Et puis, donc je vais pas... Et je reviendrai sur le... Et puis Jean Valjean. Alors Jean Valjean, il est... À l'origine, on ne sait pas qui il est pas grand-chose, il donne il prend soin de sa sœur et de ses enfants lorsqu'elle perd son mari, il se consacre à elle, puis vous savez, ils sont tellement pauvres, etc., donc il vole un quignon de pain et puis il est envoyé au bagne, et ça. Et en tout cas, il apparaît sur le roman, c'est au moment du roman, comme étant, au moment où il apparaît comme un homme qui n'est que haine, et qui a été tourné à la haine par son expérience du bagne et par son expérience qui est devenu tout entier méchant, si vous voulez, la méchanceté incarnée, qui n'est que haine et férocité, parce qu'il a fait cette expérience effroyable du bagne pendant 17 ans. Et alors là, encore la référence à Rousseau. Hugo est entièrement rousseauiste sur ce plan-là. C'est-à-dire que la haine de Jean Valjean, elle est absolument sociale. Elle est liée, si vous voulez, à son expérience du bagne. Je vous citerai éventuellement des passages qui sont vraiment, si vous voulez, il explique vraiment, si vous voulez, que derrière le crime, derrière les maux humains, il y a toujours des responsabilités, des causes qui sont des causes sociales. Et alors cet homme, donc, qui sort, qui est dévasté, qui n'est que haine, qui n'est que férocité, qui n'est que tendu, si vous voulez, effectivement, par la haine, arrive donc dans le village de Digne. Et il cherche, vous vous souvenez, au début du roman, enfin, pas tout à fait le début, parce que ça commence par Bienvenue, donc c'est un peu après. Et donc il cherche à être accueilli dans un hôtel, et puis il est chassé de partout, il ne peut aller nulle part, et il trouve refuge dans une niche de chiens, et puis les chiens le chassent, etc. Et donc il est là, il se retrouve sur le village, absolument chassé de partout, rejeté des hommes, etc., nourri par cette haine. Et quelqu'un lui dit, mais est-ce que tu as frappé à cette porte? Parce que là, il y a un homme, effectivement, qui accueille les pèlerins ou les migrants. Alors, non. Et il rentre.
Et alors il entre avec cette haine et cette férocité. Et la première scène est juste absolument prodigieuse. Parce que il dit, voilà, je suis Jean Valjean, je suis un galérien, j'ai fait 17 ans au bagne, je suis chassé de partout. Et il incarne comme ça, avec cette férocité. Donc, et il entre donc dans la maison de l'évêque Bienvenu, et puis il y a les deux, il y a sa sœur, Madame Magloire, et puis Baptistine, la servante, etc., qui sont apeurées parce qu'elles voient. Tout d'un coup, imaginez quelqu'un qui entre chez vous comme ça, qui fait peur, etc., et bon, enfin... alors ça, c'est magnifique parce que l'évêque dit simplement à cette tirade, il dit simplement Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus à table. Et alors là, Jean Valjean, il n'a jamais vu ça. C'est vrai. Jamais de sa vie, il n'a été accueilli. C'est vrai. Jamais il y a eu un geste de bonté comme ça. Et puis, et là, il est tellement stupéfait, si vous voulez, qu'il continue, donc mais attendez, vous n'avez pas compris, je suis un bagnard, je suis un forçat, etc. Et alors il y a une phrase sublime de Hugo. Je voulais donner cette phrase-là comme titre de l'ouvrage. Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. C'est juste sublime. C'est juste sublime. Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs. J'ai appelé le livre, je donne le titre, Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs. Et vous êtes à genoux. Vous êtes juste à genoux, parce que vous êtes complètement bouleversé, comme Jean Valjean est absolument bouleversé. C'est juste complètement magnifique. Alors, vous savez la suite, donc... vous avez oublié, enfin... Et puis alors, il y a le vol. Donc, et puis ce même Jean Valjean, qui est... Enfin, voilà. Donc, il va voler les chandeliers, il vole les cuillères d'argent, etc. Et puis, il est rattrapé et ramené. Et donc, il est ramené. Et par les gendarmes qui le ramènent, donc, effectivement, à l'évêque. Et alors là, l'évêque lui dit « Mais mon ami, que n'avez-vous emporté les chandeliers ?» Et là, Jean Valjean est un homme, effectivement, comme un homme qui s'évanouit. Et puis vient, à ce moment-là, il y a le pacte. Et il se passe quelque chose d'une force absolument inouïe à ce moment-là, parce que c'est... Oui, c'est bon. Je vais juste vous lire ça. Juste vous lire ce petit... Voilà. Là, le pacte. Je vais juste finir sur ça. Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers, prenez-les. Jean Valjean, je sais, était un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant, il reprit avec solennité, « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète, je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » C'est-à-dire, il y a une espèce de baptême, si vous voulez. Il le consacre au bien. Pas du tout de façon morale, parce que l'autre n'a rien demandé du tout. Mais et jusqu'à la fin... et ce qui est sublime, si vous voulez, chez Hugo, ce qui est absolument bouleversant, c'est que ce geste de bonté, si vous voulez, est une consécration à laquelle Jean Valjean va rester fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Au moment de sa mort, au moment où il va mourir, Hugo parle encore de ces chandeliers qui sont sur le chambranle de la cheminée. Et donc, qu'est-ce qui arrive à Jean Valjean? Il est mesuré, si vous voulez, par un excès. Il y a un geste de bonté qui est un excès à la hauteur de laquelle, toute sa vie, il va essayer de se mesurer. Il va essayer d'être à la hauteur de cette manifestation du bien, de ce geste de bonté insensé, de geste absolu, de bonté absolue. Et son expérience est une expérience quasiment platonicienne. Hugo, j'ai mis en 4e de couverture, au sortir de cette chose difforme et noire qu'on appelle le bagne, l'évêque lui avait fait mal à l'âme comme une... L'évêque lui avait fait mal à l'âme, comme une clarté trop vive lui eût fait mal aux yeux en sortant des ténèbres. Comme une clarté trop vive lui eût fait mal en sortant des ténèbres. C'est une clarté. C'est la clarté du bien qui se manifeste
dans ses ténèbres et qui l'aveugle. C'est tout à fait platonicien. C'est exactement la structure même du philosophe qui sort de la caverne et qui est aveuglé par la lumière du bien. Moi, si je devais enseigner Platon, je sais pas, à des étudiants ou aux élèves, je partirais de ça. Parce que c'est exactement platonicien. C'est-à-dire, c'est la manifestation. Ce n'est pas que l'évêque a fait du bien, si vous voulez, ou simplement a fait un geste de bonté. Non, c'est une manifestation du bien. J'allais dire presque dans sa transcendance, dans sa force absolument aveuglante, écrasante et impitoyable. C'est vrai, j'ai appelé la conclusion l'expérience impitoyable. Non, comme Alain Caillé, je parlais de ça, il me dit, mais le bien ne fait pas de quartier. C'est une très belle fin. Ah. Bon.